Une centaine de combattants armés face à une force estimée à plusieurs milliers d'hommes. À cette échelle, le surnombre dicte généralement une chute rapide de la position. Ce ne fut pas le cas. Cette petite garnison résista pendant 10 longs mois. Quel élément physique empêcha la masse royale d'écraser immédiatement ce point fortifié? La réponse réside dans la géométrie du terrain. Le POC de Montségur culmine à plus de 1200 mètres d'altitude. Ses pentes dépassent par endroits les 40 degrés d'inclinaison. Cet angle annule l'avantage du nombre et ralentit le mouvement. Il transforme chaque assaut en une ascension épuisante sous les projectiles. Le siège de 1243 ne fut donc pas une simple bataille d'attrition. Ce fut un problème de friction gravitationnelle, d'ingénierie et de logistique. En mai 1243, l'armée royale française se déploie autour de la montagne. Le sénéchal Hugues des Arcis commande les opérations de blocus. Il représente la couronne face aux rebelles occitans et aux évadés cathares. À l'intérieur, la défense militaire est dirigée par Pierre-Roger de Mirepoix. Il commande environ 100 hommes d'armes expérimentés. Il protège près de 400 civils, parfaits et croyants, regroupés au sommet. Le problème opérationnel du commandement royal est immédiat. La cavalerie lourde est inutile sur ces escarpements. Le front d'attaque est dramatiquement réduit par la topographie. Une armée de plusieurs milliers d'hommes nécessite un ravitaillement constant en eau et en vivres. Fixer ses troupes autour d'un roc isolé impose une pression logistique continue. Les chariots de ravitaillement doivent emprunter des chemins difficiles depuis la plaine. Les défenseurs possèdent initialement un avantage balistique évident. Chaque pierre lancée depuis le sommet gagne une forte énergie cinétique. Chaque flèche bénéficie d'une portée accrue par la pente. Cependant, la garnison demeure isolée dans un espace confiné. Leurs réserves d'eau dépendent de citernes creusées directement dans la roche. Les vivres stockés possèdent une limite de consommation mesurable en moins. Le temps joue contre l'assiégeant sur le plan logistique. Il joue contre l'assiégé sur le plan de la survie biologique. Le commandant royal comprend vite l'inutilité d'un assaut frontal massif. L'infanterie arriverait exténuée au contact des premiers murs. La formation perdrait sa densité et sa cohésion pendant la montée. Il ordonne donc la construction d'un périmètre d'investissement complet. Les premiers mois se résument à une guerre périphérique, lente. Les assaillants tentent de sécuriser les approches basses de la montagne. Ils construisent des ouvrages pour bloquer le ravitaillement extérieur de la citadelle. Mirepoix exploite habilement sa connaissance des sentiers escarpés du massif.
Ces hommes organisent des sorties nocturnes rapides pour harceler les postes isolés. La pente agit ici comme un facteur de fragmentation pour l'armée royale. Les forces assaillantes peinent à maintenir une ligne de front continue. La végétation dense et les rochers bloquent la ligne de vue directe. La coordination par signaux visuels ou sonores devient très aléatoire. Le commandement royal lutte pour synchroniser les mouvements sur les différents versants. Malgré cela, la pression tactique se resserre peu à peu. L'état-major identifie un point de vulnérabilité géographique fondamental. Il s'agit du roc de la Tour, un éperon rocheux oriental. Ce poste avancé protège l'approche la moins abrupte vers le sommet. Tant que la garnison tient ce roc, le donjon central reste inatteignable. L'armée royale concentre alors ses ressources de sape sur cette crête. Les ingénieurs commencent à tailler des chemins d'approche dans la roche dure. L'objectif est d'amener l'infanterie lourde à portée utile de l'éperon. Chaque mètre gagné coûte un temps précieux et augmente la fatigue des troupes. L'automne s'installe, apportant le froid, la pluie et une baisse de visibilité. L'hiver de 1243 durcit radicalement les paramètres physiques de l'engagement. La neige et le gel recouvrent les parois de la forteresse. L'approvisionnement en bois de chauffage devient une préoccupation constante pour les deux camps. La cadence de l'infanterie ralentit, mais la pression mécanique s'accroît. En novembre, les troupes royales parviennent à prendre le roc de la tour. Cette capture modifie immédiatement la dynamique spatiale de la bataille. L'espace gagné autorise enfin le déploiement de l'artillerie lourde. Les charpentiers royaux hissent les éléments structurels d'un grand trébuchet. Monter cette machine à cette altitude exige un effort logistique colossal. Des bêtes de somme tractent des centaines de kilogrammes de matériaux de siège. Une fois assemblé sur l'éperon oriental, le trébuchet commence son tir. La portée pratique de cette arme balistique devient le principal facteur destructeur. Le trébuchet utilise un lourd contrepoids pour expédier des blocs de pierre. Son tir suit une trajectoire parabolique au-dessus des défenses extérieures. Ces projectiles d'une quarantaine de kilos s'abattent sur la cour de Montségur. Le rythme de tir reste lent, limité par la mécanique de rechargement. Mais la force de pénétration dégrade rapidement les toitures et les murs. Les éclats de maçonnerie agissent comme des projectiles secondaires dangereux. La forte densité de population dans l'enceinte devient une vulnérabilité critique. L'espace sécurisé se réduit sous la menace continue du bombardement. Les défenseurs tentent de réparer les brèches structurelles durant la nuit. Le froid, le manque de sommeil et la ration réduite épuisent la garnison. Le commandant occitan manque d'hommes pour maintenir une rotation de garde efficace. La fatigue physique s'accumule plus vite que les temps de repos.
Les soldats assiégés répliquent avec leurs propres machines de jet légères. Ils tentent de cibler l'équipe de manœuvre du trébuchet ennemi. Mais l'échange de tirs demeure profondément asymétrique et désavantageux. L'armée royale dispose d'ingénieurs nombreux pour réparer rapidement ces engins. La garnison n'a plus les matériaux nécessaires pour soutenir ce duel d'artillerie. Les tirs de pierre détruisent méthodiquement l'intégrité des courtines est. Le périmètre défensif commence à perdre sa continuité structurelle. L'espace de manœuvre de la défense occitane se fondre de jour en jour. La menace balistique empêche toute concentration de troupes près des zones endommagées. La tactique de la garnison devient purement réactive face aux brèches. L'artillerie ne se limite pas à la destruction matérielle de l'enceinte. L'anticipation du prochain impact crée un stress psychologique continu chez les assiégés. Le bruit sourd des pierres brisées résonne dans l'étroitesse du plateau sommital. Les réserves d'eau de la forteresse subissent également une pression directe. Les citernes découvertes risquent la contamination par la poussière et les gravats. Les blessés s'accumulent sans capacité d'évacuation vers l'arrière du front. Pour le commandant royal, la situation dans la vallée reste contraignante. Garder des milliers d'hommes inactifs sous la neige taxe fortement les approvisionnements. Il cherche une conclusion tactique avant l'épuisement de sa propre logistique d'hiver. L'ouverture balistique n'est pas encore suffisante pour un assaut massif par les brèches. Il décide de combiner le bombardement avec une manœuvre d'infiltration risquée. Il observe la face nord-est du promontoire rocheux. C'est une paroi presque verticale, plongeant directement vers un profond ravin. Elle est considérée comme impraticable par la plupart des défenseurs. Le commandement occitan y maintient un espacement très large entre ses sentinelles. Face à un front balistique bloqué et une logistique d'hiver épuisée, ordonneriez-vous une escalade nocturne sans armure ou maintiendriez-vous le pilonnage régulier des murs? Laissez votre évaluation tactique en commentaire. L'issue opérationnelle bascule lors de la nuit du 25 février 1244. Un groupe de fantassins légers pyrénéens et gascons reçoit un ordre d'escalade. Ils doivent gravir la falaise nord-est, réputée infranchissable, dans l'obscurité totale. Ils débutent cette manœuvre sans équipement lourd pour préserver leur liberté de mouvement. La roche hivernale est glacée, rendant chaque prise manuelle extrêmement incertaine. La progression nocturne exige un silence strict pour éviter la détection. La pente frôle la verticalité sur une longue distance sous la Barbacane. Les gardes occitans, fixés par le trébuchet, ne remarquent pas l'approche. Les éclaireurs gascons atteignent finalement le rebord supérieur du plateau oriental. Ils neutralisent rapidement les quelques sentinelles présentes avec des armes courtes. Ils sécurisent le point d'accès avant de donner le signal au reste de l'unité. Ce franchissement tactique contourne brutalement 10 mois de protection par l'altitude. Avec la Barbacane sécurisée par l'infanterie, une ligne logistique directe s'ouvre.
Dès le lever du jour, de nouvelles compagnies royales renforcent la position. Le commandement royal prend alors une décision d'ingénierie décisive pour l'assaut. Il ordonne le déplacement du trébuchet vers l'avant sur la zone conquise. L'engin est réassemblé à une distance beaucoup plus courte du réduit central. À cette portée réduite, la force de pénétration des tirs augmente considérablement. Le mur principal de la redoute commence à céder sous les impacts rapprochés. La ligne de front globale se rétracte à quelques dizaines de mètres. Les troupes d'infanterie occitane sont confinées dans un espace trop étroit pour manœuvrer. La géométrie du champ de bataille s'est définitivement inversée. Les forces assaillantes dominent maintenant les points d'appui autour du réduit. Une contre-attaque de la garnison échoue face au verrouillage de la Barbacane. Le système défensif périphérique de Montségur a perdu sa fonction protectrice. Le 2 mars 1244, la garnison constate l'incapacité de tenir la brèche. Le commandant occitan demande des termes de capitulation au représentant royal. Il obtient une trêve de 15 jours avant la reddition totale des murs. Les soldats et les civils renonçant publiquement au catharisme conserveront la vie sauve. Ceux refusant d'aburer seront directement livrés aux flammes par les autorités ecclésiastiques. Le 16 mars, plus de 200 croyants et parfaits choisissent le bûcher. Ils descendent la pente et périssent dans un feu allumé près du campement. La prise de la montagne mit fin à l'organisation militaire du catharisme occitan. Elle priva ce mouvement de son refuge logistique le plus difficile d'accès. Cette conclusion démontra les capacités d'une artillerie de siège soutenue face au relief. Le contrôle territorial de la Crète passa définitivement à l'administration royale. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et voir d'autres reconstructions, laissez un j'aime et abonnez-vous.